formation à ONU, la formation internationale. Nous rendons grâce à Dieu pour la protection pendant les voyages et même la protection là-bas et pendant les voyages. Et nous vous souhaitons bon succès pour cet échange dans notre prière. Boca Emmaüs. Avant cela, nous allons faire une petite prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup, chers confrères, d'être venus pour cette présentation que je vais faire, qui est essentiellement basée sur mon expérience aux États-Unis. C'est 2 ans que je suis là-bas. Je vais donc relater ce qui a été mon observation, ce qui a été ma vie, mais aussi ce que j'ai pu expérimenter et affronter au quotidien, et qui peut faire aussi quelque chose de bien important pour notre vie et peut-être tirer quelques leçons morales. On n'est pas obligé de tout porter sur sa tête. C'est en quelque sorte quelques éléments dont je me souviens, bien sûr, dont je tiens comme des grandes lignes. En tout cas, on reste à l'aise, ce n'est pas vraiment quelque chose de très académique ou recherché. Alors, je vais partager sur 4 points essentiels. Le premier point va se baser sur la vie communautaire, comment nous vivons la vie communautaire aux États-Unis. Le deuxième point va se baser sur la vie académique. Le troisième point va se baser sur la vie sociale et culturelle. Là, c'est la culture américaine que dans 2 vies, on ne peut pas la dire à même moment. Je vais dire mon parcours et ce que j'ai pu rencontrer. Et le quatrième point, lui, va se focaliser sur la formation internationale que nous appelons IPNE. C'est la formation post-novitiate in English. Alors, on l'abrège IPNE. Et on va finir par une brève conclusion en une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire exposer son expérience? Alors, cela dit, nous allons commencer par la vie communautaire. Et quand on parle de la vie communautaire, ici, je voulais surtout me focaliser sur 2 choses. Le réel au quotidien, ce que nous vivons, comment nous organisons la vie au quotidien. Et la deuxième chose va être alors le chapitre, comment nous organisons la communauté, parce que ça se discute au chapitre et nous l'appliquons dans la vie. Alors, c'est basé sur le réel, la prière. Nous avons 4 prières, à 7h du matin, à 12h, à 17h et à 20h. Donc, de l'ordre, prière à midi, les vêpres, puis les conflits. Et il y a des confrères qui prient à 15h, des vieux confrères qui ont cette culture longtemps ancrée en eux, vous les retrouvez là à 15h. Alors nous avons la récréation à 18h après les vêpres et avant les repas du soir. Donc notre récréation est toujours avant les repas du soir. Et ici l'objectif c'est, comme la majorité des confrères sont des vieux, après les repas ils se retirent pour aller se reposer. Ils restent calmes, mais aussi ils ont la tradition qu'avant les conflits, il doit y avoir un temps de recueillement, de silence. Ils sont vraiment assidus quant à cette discipline-là. Alors nous avons aussi le travail manuel qui est aussi ancré dans l'horaire. Le travail manuel, ce qui me concerne, mon cas comme formé. Et alors j'ai 2 heures chaque samedi de travail manuel. J'ai 1 heure chaque vendredi. Et ici, le travail manuel est basé sur ce que nous appelons le volontariat. Ça veut dire, vous n'êtes pas programmé, mais vivant en communauté, vous choisissez, je peux quand même aider à faire ceci.
et ça devient partie de votre charge horaire. Alors, je suis volontaire à table 1 heure chaque vendredi. Il y a aussi d'autres volontariats qu'on peut faire, par exemple, comme nous le faisons ici après les repas, essayer de rassembler la nourriture, garder au frigo ou mettre les assiettes dans la machine pour qu'ils soient lavés. Peut-être bouger les poubelles, parce qu'on en a vraiment, on les bouge. Mais aussi la lecture à la chapelle, la colita, ça c'est. Vous signez vraiment que je voudrais servir aujourd'hui, je voudrais vivre aujourd'hui. Donc on insiste sur la vie du volontariat. Et vous le sentez dans la société américaine, il y a toujours, bien que riche, quelqu'un qui veut faire quelque chose pour rien. Je voudrais être volontaire ici, je voudrais être volontaire partout dans les cours sociaux. Il y a ce vocabulaire-là. Et nous, en communauté, on y insiste beaucoup. Alors, ça c'est, en bref, ce que je peux dire sur l'horaire. Peut-être une question peut se soulever, on pourra alors en discuter s'il y a une question. Le deuxième point est basé sur le chapitre. Le chapitre communautaire, mais aussi le chapitre mensuel. Et nous avons aussi un grand chapitre qui est le chapitre annuel, qui regroupe tous les chapitres mensuels. Donc, le chapitre communautaire, lui, est tenu chaque mercredi. Traditionnellement ou par coïncidence, c'est dans les 2 communautés, à Onemi comme à Phoenix. Alors, ce chapitre ici est obligatoire pour les moins de 60 ans. Ça veut dire, je l'appelle les jeunes dans ce vocabulaire-là. Il est quand même facultatif pour les gens qui sont avancés en âge. Ils ne sont pas obligés de venir au chapitre communautaire. Mais c'est souhaitable qu'ils soient là-bas. Alors, c'est le premier, le père supérieur, il est celui qui conduit les chapitres communautaires, mais aussi les chapitres mensuels. Je dirais la raison, c'est un peu ce que j'ai découvert là-bas. Alors, le chapitre communautaire consiste à organiser la vie interne, la vie externe. Et ici, la vie externe, ça veut dire, par exemple, le général là est un sujet sur quoi on devrait réfléchir comme croisier. C'est au chapitre communautaire que chacun y participe, il donne son point de vue. Et on a la culture, s'il y a quelque chose qui vient du général là ou qui vient du Congo, il demande, on le discute et on a la réponse là-bas, on ne crée pas la réponse quelque part. Mais c'est vraiment, il priorise vraiment le chapitre pour répondre aux questions qui viennent de l'extérieur, mais aussi les questions de l'intérieur. Aussi, le chapitre communautaire focalise sur la formation continue, mais aussi les nouvelles initiatives. Ça veut dire, bien, le prière, c'est lui qui dirige le chapitre, mais si vous avez un sujet intéressant, nous comme étudiants, on a appris une leçon à l'école, mais on voudrait que tout le monde soit au courant de ce qu'on a étudié. Le mercredi, est-ce que je peux partager ceci? Vous demandez ça au supérieur et il peut vous accorder. Et ça alimente alors le chapitre communautaire. Alors, à part le chapitre communautaire, nous avons le chapitre annuel et mensuel. Alors, ici, ce chapitre se porte spécialement sur le projet du priéré. C'est là qu'on discute les projets du priéré, d'hier, d'aujourd'hui, ce qui va venir. Mais aussi, on discute les projets de l'ordre. Et à ce jour, comme nous le savons, ou alors la majorité de nous, il y a des thèmes qui sont prévenus de temps en temps dans nos discussions nationales et internationales. Le premier thème, c'est le thème du mysticisme. Et le deuxième thème, c'est l'économie fraternelle. Alors, les 2 thèmes ici sont, on peut les appeler des thèmes qui sont encore chauds. On n'a pas encore lu ce que ça veut dire. Et quand nous le disons, on se rend compte que ce n'est pas ce que ça devrait dire. Alors, le thème ici des mystiques, dans notre vie comme croisier, il y a d'ailleurs une lettre une demande qui nous a été adressée la fois passée, où la commission liturgique voudrait que nous, comme croisiens, donnions notre avis si ce qu'eux ils pensent peut être appelé la vie mystique du croisier, si je peux le dire comme ça. Et ce qui nous a intrigués dans la réunion, c'était déjà le même le titre. Je ne sais pas, peut-être la traduction était autre ici, mais c'était, si je peux le dire en français, c'était le mysticisme démystifié. Je pense, si vous avez lu le titre.
Déjà lui-même, selon Bob, ce sont là les pionniers de ce thème ici jusque-là, aux États-Unis, Bob et Lewandowski, Glenn. Ils pensent que c'est une confession que nous ne comprenons pas réellement. On ne peut pas démystifier le mysticisme et garder le mysticisme lui-même. Sinon, on ne sait pas. Peut-être les croisiers veulent créer une autre catégorie parce que le terme n'est pas né chez les croisiers. Les mystiques ont toujours existé dans l'Église et même dans d'autres religions. Alors, quand chez nous c'est démystifié, quelle sorte de mysticisme allons-nous inventorier? Alors, c'est quand même un thème qui est encore un peu chaud. Alors, là, ce sont les deux éléments de la vie communautaire, l'horaire tel qu'il se poursuit pour organiser la vie en communauté, mais aussi les deux chapitres qui organisent la vie interne et nos relations avec d'autres communautés de l'extérieur. Et là va venir, dans mon expérience comme étudiant, la vie académique. La vie académique ici a deux parties. Tout juste au début, quand on y arrive, nous commençons d'abord par l'apprentissage de l'anglais. On n'a pas encore eu quelqu'un qui connaît l'anglais et qui peut se débrouiller sur les champs. Même nos confrères qui viennent de l'Indonésie, ils parlent. Mon confrère de l'Indonésie parlait bien anglais comme moi au début, mais on était toujours soumis aux mêmes exercices d'apprentissage de la langue. Et c'est comme ça que ça commence. Alors nous faisons cet apprentissage ici à l'université d'Arizona. Alors, ici, c'est vraiment une vie académique. Vous sentez l'esprit de l'université. Mais nous sommes ici pas pour avoir un diplôme, mais pour avoir un certificat. Donc, on ne peut pas dire, après cette formation, que bon, j'ai mon diplôme, j'ai appris l'anglais. C'est un certificat, ça peut entrer dans votre CV si c'est nécessaire. Déjà, nous, comme religion, on n'a pas de CV, ou alors c'est le supérieur qui regarde. Mais, en tout cas, ça n'a pas d'autorité académique, si je peux le dire comme ça. Mais ça quand même, ça présente, parce que c'est qui vous présente comme international et immigré. Donc, ça tient place de votre visa. Nous, on a des visas de 3 semaines, mais avec les documents qu'ils nous fournissent à l'école, ce que la communauté trouve, c'est par ce document-là que vous restez aux États-Unis, jusqu'à ce que vous sortez. Comme maintenant, je ne peux plus y retourner si je n'ai pas de visa. Donc, j'ai pris le risque là de venir quand même. Alors, ça c'est au niveau de l'apprentissage de l'anglais. Il y a donc des défis. Quand on apprend la langue, on ne se fâche plus. Quand on apprend la langue, on commence à sourire, même bêtement. Ça arrive. Donc, nous sommes passés par tout cela. Quand on apprend la langue, on devient plus courageux que tout le monde. Quand on apprend la langue, bon, vous parlez un peu là-bas pour entrer dans la classe, quoi. Même peut-être vous pouvez lire les gestes, vous voyez ce qu'il veut dire avant que vous compreniez ce qu'il a dit. Alors, ce sont là les petits défis. Bon, ça je ne peux pas dire parce que c'est tout le monde qui a toujours appris une langue, il y a toujours ces défis-là. Alors, au bout de 6 mois, on finit cette formation de la langue. Alors, nous quittons la communauté de Phoenix à Arizona, où nous apprenons l'anglais. Nous allons dans la communauté d'Onemia. Alors, avec le vocabulaire qui est à Paris, c'est la communauté de Phoenix et d'Onemia, c'est une seule communauté. Dans le vocabulaire américain. Ce n'est pas en Amérique, il y a seulement une seule communauté. Phoenix et Onemia, c'est une communauté. Alors, bon, ils ont toute une théologie, une dénomination pour cela, comment ils expliquent cette idée-là. Alors, une fois à Onemia, nous allons à l'université Saint-Jean. L'université Saint-Jean est organisée par les moines bénédictins. Alors, ici, nous apprenons la théologie. Alors, dans mon cas encore, parce qu'il s'agit de mon expérience, et il s'est avéré que la théologie à Saint-Jean, l'option qui organise la formation sacerdotale, a été conçue par les évêques des États-Unis pour quiconque veut être prêtre aux États-Unis. Donc, c'est les évêques qui se sont mis ensemble pour concevoir le programme. Alors, le programme s'appelle MDiv and Priesthood. La divinité et les éthiques sacerdotales. C'est comme ça que le programme s'appelle. Alors, la communauté a discerné, a pensé que je serais prêtre, mais pas aux États-Unis. Je peux être ordonné là-bas, mais je vais revenir au pays. Alors, il a été décidé que je puisse commencer à faire un master à théologie systématique
Ici, c'est la théologie doctrinale. Après, ce master qui va prendre 2 ans, je vais commencer un master en divinité et ministère laïque. Mais pour que ce master en divinité et ministère laïque tienne place à la formation sacerdotale, je vais faire les stages de ceux qui font la formation sacerdotale des États-Unis. Donc je serai soumis à ce stage-là. Et après quoi, l'école peut m'admettre de devenir prêtre avec la collaboration de la communauté. Donc là, je suis en train de jouer sur des options différentes. Et ça va me prendre 4 ans. Donc là, j'ai déjà fait 1 année, quasiment, et alors j'ai encore 3 ans. Donc ici, en 2026, je suis directeur ici, officiellement. Alors, la vie à Saint-John, ce que je pourrais alors dire, ce qui est pratique, parce que tout cela aussi, c'est aller ailleurs. Mais la première chose avant qu'on est étudiant à l'université, aux États-Unis ou alors à Saint-Jean où j'étudie, il faut avoir les livres, parce que les livres c'est publié en avance. Vous achetez les livres, on n'a pas de syllabus. Les syllabus aux États-Unis, c'est l'explication des livres et comment va se passer la leçon. Donc, ce sont là les premières pages que nous avons dans les syllabus ici. On dit le cours sera comme ça, tel jour vous aurez vacances, tel jour vous aurez ceci. C'est ce qui veut dire les syllabus aux États-Unis. Alors, vous achetez plutôt les livres. Ce sont les livres-là, l'ensemble des livres qui constituent les cours. Alors, à chaque leçon, vous devez présenter un TP. Chaque jour, si vous allez au cours, vous devez d'abord en avance déposer le TP. Il faut savoir l'informatique, les notions de base. Et ici, les notions de base, c'est presque pas ce que nous connaissons. Et ce qu'ils appellent notions de base, nous ici, c'est les livres. Alors, il faut vraiment s'adapter à leur manière de faire. Déjà savoir écrire, c'est ça. On ne peut pas apprendre quand on est déjà à ce niveau-là, sauf quand nous apprenons avec le fait. Mais aussi, il faut connaître aussi le système. Vous pouvez connaître l'informatique, mais le système éducationnel aux États-Unis a un système propre qu'ils appellent Canvas. Ce système ici, vous devez le maîtriser, comment ça fonctionne. Le professeur a publié son TP, vous devez le chercher, vous devez aussi soumettre votre devoir quand vous avez fini. Ça s'apprend par les collègues, ça s'apprend par les gens qui connaissent. Il n'y a pas vraiment un enseignant pour ça. On suppose que si vous venez au cours, vous connaissez cela a priori. Alors, ça c'est au moins ce que je peux dire, la vie simple. Mais aussi, la dernière chose, c'est savoir conduire le véhicule. Il faut savoir conduire en principe, parce qu'on n'a pas quelqu'un pour vous amener à l'école. Et moindre accident là-bas, ça coûte le véhicule lui-même que vous conduisez. Alors, vous conduisez en ayant tout cela en tête. Alors, il y a des défis. Quand il y a la neige, ça glisse. C'est comme la boue ici, je dirais, si je peux comparer. Alors, si ça glisse, vous pouvez finir mal. Donc il y a des techniques qu'on apprend, des bases pour conduire. Alors, il y a alors les systèmes éducatifs qui est en dehors de ces normes ici qu'il faut suivre. Le système éducatif est tel qu'il faut avoir une connaissance en anglais, ça c'est a priori. Et pour prouver cela, vous faites un test soumis aux étudiants non américains. Donc, que vous connaissez l'anglais ou pas, si vous n'êtes pas de nationalité américaine, vous devez passer le test là. C'est pour qu'on vous admette à l'université. Après le test, vous devez aussi avoir vos relevés de code compilés ou mis ensemble doivent avoir la mention 2.3. Comment ils expliquent aussi le 2.3 ici? C'est le standard international. Alors, il y a des avantages. Si vous avez cette mention 2.3, il y a dans certains cas des gens qui peuvent avoir une bourse. Et dans mon cas, j'ai une bourse de $9 000, mais le semestre, ça se paye avec 3 000. Donc la communauté paye le reste. Il y a aussi les tests là, à un moment donné, ça ne suffit pas. Et c'était mon cas encore. Parce que j'ai fait un master en théologie, mais je n'ai pas de théologie dans mon background. Donc je n'ai jamais commencé la théologie. Mais je tombe directement en master. Alors, pour des étudiants pareils, vous devez justifier vos aptitudes à apprendre la théologie. Et pour ce faire, vous devez faire d'abord ce qu'on appelle le certificat. On vous
propose un nombre de cours que vous étudiez. C'est la mention que vous aurez sur, après ces cours-là proposés. On vous donne un certificat qui vous admet maintenant de commencer le master. C'est comme ça que ça se fait. Alors, vous pouvez commencer n'importe quelle option, mais vous devez passer par ce certificat ici pour prouver que vous êtes capable. Alors, pour finir, ici, il y a donc l'application ou alors la mention quand vous avez suivi le cours. Aux États-Unis, ce n'est pas. Le système est tel que le premier jour du cours, vous avez 100%. Et vous ne quittez pas la salle sans TP, le TP va vous ramener en bas. Alors, vous êtes sous cette tension-là. Le matin, vous êtes à 80%, mais demain, vous serez à. Alors, il y a toujours vraiment cette balance-là qui vous suit. On est comme sous pression. Alors, on a la mention A+ quand on a 100%. On a la mention A- quand on a 99 et on a la mention A quand on a 90. Ça diminue. B+, 89, B- 85 et B tout court 80. Alors, E c'est 79, E plus c'est 79, E moins c'est 75 et c'est 70. Mais le E ici peut continuer jusqu'à 60, jusqu'à ce qu'on vous mentionne F. Là, c'est médiocre. Et là, il n'y a pas de seconde session, ça veut dire que le cours là est pris à part. Donc, vous devez encore le prendre cela. Il n'y a pas de seconde session. Alors, ici, à part la vie communautaire, il y a alors aussi la vie sociale et culturelle. Ici où j'ai pris le risque d'en parler parce que je n'ai été qu'à Phoenix et à Odemia. Je n'ai été qu'à l'université d'Arizona et à l'université Saint-Jean. Donc, tout ce que je vais dire vient d'ici, normalement. Je ne vais pas dire comment on vit à Washington pour le moment, en tout cas. À moins que je l'ai appris aussi à travers quelqu'un d'autre. Alors, la culture américaine est telle qu'il faut être honnête. Ça, c'est la clé de vous. Tu peux même tuer quelqu'un, mais il faut venir de dire, je l'ai tué. Non. Là, quand vous êtes honnête, vous êtes à moitié sauvé. Et comment il justifie ça, c'est que tout ce que vous pouvez faire, ça retombe sur la communauté. Et ça coûte, toute infraction là-bas, ça coûte cher. Alors, il faut mettre la communauté au courant de tout ce qui se passe. Il peut peut-être lui vous sauver, mais il peut sauver peut-être encore la communauté. Ou il peut encore vous sauver. Il faut alors dire ce qui se passe dans votre vie et là, vous aider comme vous êtes. C'est un peu ça la formule. On peut penser que bon, c'est dire, mais quand on y réfléchit, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas une manière de se rétracter à cette règle-là. Alors, il y a aussi le respect du temps. Souvent, c'est bon, vous venez à la chapelle, les vieux, vraiment, ils sont là-bas, alors vous venez un peu ridiculement, là, vous faites vous aussi. C'est comme ça, dans toutes les activités, ça se passe toujours comme ça. Mais alors, ils ont aussi la faiblesse comme nous, vous commencez à leur indiquer, mais vers la fête, toujours prioritaire, vous excusez, ça aussi, ça existe. Mais ils sont obsédés par le début d'une activité. Alors, on demande qu'on respecte l'État. Il y a donc le respect tout court, le respect individuel. Il y a la question qui s'était posée, je me souviens, c'est le père Pouillère qui m'avait posé cette question. Il disait, mais Eric, à part ce qui exige la loi, qui suis-je pour toi? Si tu pourrais prendre à part que je suis religieux, que je suis ton confrère, si tu prends tout ça à part, qui suis-je? Et pour eux, en disant comme ça, c'est parce qu'ils se définissent d'abord comme personne. On devient religieux, on devient autre, mais d'abord on se définit comme personne. Alors ici, la règle, c'est être nice, gentil. C'est comme ça que ça se dit. Et vous verrez peut-être, les gens là sont gentils. À un moment donné, ils ne sont même pas gentils, disent que c'est sincère. Non. Ils essaient de créer un environnement de ça qu'il est avec toi, qu'il te laisse sans t'avoir choqué, qu'il te laisse dans un environnement sain. Ils ont vraiment cette technique-là. Pas parce qu'il est d'accord avec toi, mais ils créent vraiment un environnement où vous vous sentez bien quand vous êtes encore face à face. Ils parlent, il peut te critiquer, quand vous êtes là-bas, ils créent vraiment cet environnement-là. Et vraiment, les gens sont nice. Beaucoup, à majorité du temps. Alors, nous qui venons d'ailleurs, on peut analyser. Ils peuvent vous dire, en tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi tout ce que vous avez besoin. Pour eux, c'est un bonjour, ça ne veut rien dire.
Si tu reviens vers lui, oh, alors j'ai besoin de ceci. Ah, il appelle ton supérieur, mais vous ne devez plus ceci. Et pour lui, c'est l'honnêteté, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de secret. Si Emile me dit ceci, je dois le dire à Blaise. Blaise aussi doit le dire à Terre. Alors, si je veux que ce que j'ai dit à Emile, et puis je dois lui dire, Emile, je dis ceci, mais répétez ça, je marque. Et si vous faites ça comme ça, il ne le fera jamais. Sauf vraiment des gens qui respectent les paroles. Et s'il voit qu'il ne fait pas, n'est pas le dire, il te le dit là sur le champ. C'est que tu m'as dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et là, vous savez que c'est parti. Alors, là, il faut quand même être un peu gentil. Et l'opposé de gentil, ils appellent le mot rude, being rude. Ici, ça peut être impitoyable. C'est comme ça que ça peut se dire. Quelqu'un qui ne respecte aucune règle, quelqu'un qui perturbe. Donc, ils ont vraiment. Parce que le système qui définit, c'est le bien et le mal. Vous êtes avec eux, vous êtes contre eux. Il n'y a pas d'alternative. Bon, moi, j'ai toujours réussi, j'ai choisi. Non, non. Vous avez réussi, vous avez échoué. Ils ont vraiment cette tendance-là. Alors, on évite alors de blesser les gens. Et c'est vraiment la règle. Mais aussi le respect, parce que ce qui a été retenu contre l'Église, c'est les habits. Alors, pour autant, tout le temps que vous posez un acte, comme religieux, c'est là ça. Le gouvernement interprète ça que vous utilisez votre pouvoir pour avoir agi ainsi, et là ça coûte cher. Alors, on évite, surtout quand on est en position d'autorité, on devient plus bas pour n'éveiller aucun soupçon. Alors, ce sont ceux qui sont en position d'autorité qui sont fragiles par rapport à ceux qui n'ont pas en position d'autorité dans la vie courante. Alors, c'est le fait que je puisse dire sur la lecture américaine. Il y a beaucoup à dire à ce point de vue. Alors, je vais directement aller sur la formation internationale dans laquelle je suis. Une formation qui a commencé par des lignes claires et qui, au fur et à mesure, s'est vraiment façonnée sur nous. C'est comme si, pour accueillir un visiteur, vous attendez que vous regardez sa taille, alors vous pouvez arranger son lit. C'était comme ça. Alors, ça s'est créé. Nous, en train de regarder, donc, on a été partie de la création même. Alors, comme formé, ça c'est pour nous-mêmes, pour Christophe les novices, nous avons l'entretien de formation chaque semaine. Vous devez passer un entretien de formation. Mais aussi, comme formé, nous avons ce que nous appelons les PDP, ce que nous appelons les programmes de développement personnel. Ça, c'est vraiment suivi à la loupe. Vous sentez que votre formateur n'est là que pour valider ce que vous avez écrit vous-même. Je voudrais vivre comme ça, je voudrais faire ceci, je voudrais m'initier à faire ceci. Et là, ok. Il dit ok, mais il voit maintenant si vraiment vous suivez cela. Si vous avez échoué, vous le dites, en tout cas, j'ai prévu ceci, mais je ne veux pas essayer. C'est encore l'honnêteté. Quand vous êtes en discussion, rien ne vous arrive. Mais s'il découvre les choses par lui-même, ça commence à décliner un tout petit peu là. Alors, il y a quand même quelques défis, parce que je suis déjà vers la fin. Le défi de la formation internationale, c'est le défi qui existe toujours à toute éducation. L'éducation est telle qu'elle peut vous apprendre ce que vous n'aurez pas besoin presque dans votre vie, ou elle peut oublier de vous apprendre ce dont vous aurez besoin. Et ça rencontre aussi les défis aussi de l'intensité. Nous qui venons d'ailleurs, vous sentez que ça pèse. Vous voulez vraiment vous relâcher, tu es là pour respirer, mais il n'y a pas vraiment où on peut le faire. Il y a aussi ce chronométrage du temps, on vraiment s'y implique parce que ça fait les valeurs. Pour moi, c'est inconcevable que tu as dit que tu feras ceci, tu ne l'as pas fait. Donc, ils ont vraiment ce qu'ils définissent comme route, or alors impitoyable. Pourtant, nous ici, on dit bon, ok, ça passe. Mais faisez là-bas. Il y a aussi des choses aussi, tu peux dire, Emile, je n'aime pas tes lunettes. Ici, tu ne peux pas dire à une autorité comme ça. Mais là-bas, tu peux le dire, bon, tu n'aimes pas ces lunettes, c'est normal, c'est ces lunettes. Tu n'aimes pas les lunettes, tu dis pourquoi tu n'aimes pas les lunettes, et c'est tout, ça passe. Il y a alors des règles de morale qui passent là-bas, ça ne passe pas ici. Et souvent, on est tiraillé par cela. Ah, tout ce que j'apprends ici, qu'est-ce qui peut passer chez nous?
tout ce que j'ai appris chez nous, qu'est-ce que je peux révéler ici? Alors, vous êtes vraiment là-bas, au milieu comme la langue, il faut savoir comment se promouvoir. Alors, la formation ici américaine, c'est comme ça. Alors, c'est maintenant en vivant que vous dites, bon, là chez nous, il y a ceci, qu'est-ce que vous pensez? Bon, vous dites, bon, oui, ça peut passer. Non, nous faisons pas ceci. Alors, ils sont quand même très clairs. Il n'y a pas, si chez nous on dit, bon, c'est un visiteur, quand même, mettez-lui à l'aise. Chez eux, ils sont francs. Quand c'est non, il te dit c'est non. Il te dit pourquoi. Quand c'est oui, il te dit aussi pourquoi. Il n'y a pas vraiment. Ils sont bien, mais ils sont neutres. Ici, souvent nous perdons la neutralité, donc je peux encore aller me frotter sur tout ce là-bas, mais ils sont neutres. D'ailleurs, ils ont le terme qu'ils appellent boundaries. Boundaries, ça veut dire l'espace qui vous revient vous-même. Et ça, même l'enfant de l'école maternelle connaît déjà le terme. Si quelqu'un dit que vous avez piétiné dans son boundaries, là, on appelle la police. Et là-bas, la police, on dirait que c'est la maman de la maison. Toute chose, 911, si vous écoutez le terme déjà, c'est la police qui va arriver. Alors, il y a maintenant ce qu'on peut dire, en bref, les conditions, la compréhension des règles telles que c'est donné. Ici, ce qui est bien, vous pouvez avoir des difficultés au début. Si on vous dit, vous ferez ceci, mais vous sentez que ça ne va pas aller, vous le dites. Et vous proposez, là, il n'y a pas seulement vous excuser, ça reste comme, peut-être si on fait aussi comme ça, on vous dit, bon, vous pouvez faire comme ceci, on va voir si aussi votre mari peut. Ils aiment vraiment la discussion. Quand vous restez calme, d'abord vous apprenez la langue, vous restez calme, mais aussi vous ne vous intégrez pas facilement. Parce que c'est une culture agressive, si je peux le dire comme ça. Pas au sens de faire du mal, mais quand quelqu'un connaît, il le dit. Quand quelqu'un le sent, il le dit. Quelqu'un peut vous dire, voyez, j'ai mangé du chocolat. Ici, on ne parle pas de la nourriture qu'on a mangé. Mais là-bas, quelqu'un peut vous narrer. En tout cas, j'avais pris le poulet quelque part, c'était goûtable. Et vous sentez que le discours, c'est vraiment dans le quotidien de la vie. Il n'y a pas de pensée métaphysique, non. ça revient après alors à certains sujets. Mais c'est vraiment les communs. Mais ce qu'ils maîtrisent, bien sûr. Et quand ils vivent, vous sentez qu'il y a quand même des valeurs dans ce qu'ils disent. Il y a quand même les confrères, ils ont, je peux dire, la confiance, mais aussi ils ont quand même des vertus, des valeurs humaines. Il y a alors des choses qui se font différemment. Ici et par rapport à là-bas, c'est par exemple les chapitres. Le chapitre mensuel, même annuel, et que les capitulaires ou alors nous, membres du chapitre, nous proposons, nous contribuons aux idées. Il reste à l'équipe, ça veut dire au provincial et à son équipe, d'aller décider. Ce n'est pas le chapitre qui décide, c'est le groupe ici qui décide. Ils expliquent ça que la majorité d'eux sont des vieux, il y a beaucoup de passifs. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Bon, ils parlent de cela ou pas, bon, ils veulent seulement que l'horaire reste le même, ils veulent voir les mêmes choses, ça continue. Alors, il reste peu de gens actifs, ce sont des actifs ici qui organisent l'ensemble de la communauté. Alors, ils ont aussi les valeurs humaines qui sont différentes aux nôtres. Ils peuvent accepter mon homosexuel comme croisier, ils le disent à haute voix. Ils peuvent, pour les affaires ici de changement de sexe, c'est une question de société, ça se discute partout, des transformations, et pour eux, il n'y a pas de tabou. Ils ont aussi, déjà par Glenn et son idée révolutionnaire, ils sont vraiment vers Vatican II, très strict, les mêmes Vatican II qu'ils rejettent eux-mêmes. Donc ils prennent ce qui les arrange, parce que l'Américain se définit par le patriotisme. C'est difficile de distinguer ce qui est la règle ou la loi religieuse et la loi de la cité. Et ici, lorsqu'il y a conflit, c'est la loi de la cité qui prime. Même si vous êtes prêt à vous demander, qu'est-ce que dit la loi de la cité? Si vous respectez la loi de la cité, c'est que vous êtes un bon prêtre, au bout du compte. Donc, toutes les lois, même les bonnes valeurs religieuses, doivent s'accommoder à ce que dit la cité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils sont fiers de cela. Alors, si on organise l'avortement à la cité, par conclusion, je veux dire seulement qu'il y a quand même un approchement imminent entre cette vie religieuse et ce qu'ils sont comme ordre social. Donc vous sentez
même étant religieux, qu'ils sont difficiles à distinguer ce qui est leur culture et ce qui est la vie de croisière. Quand il dit we don't do this, c'est difficile vraiment de distinguer si le oui là, qui est nous, veut dire nous croisiers ou nous comme américains. Alors, là-bas on pose beaucoup de questions, quoi ou comment. Vous suivez, parce que ce sont les gens qui, vous les perdez facilement si vous commencez à compliquer tous les trucs ici. Ils aiment souvent que vous soyez clair avec eux. Si vous n'êtes pas d'accord, puis on le rappelle après, j'étais avec vous ici, mais je n'étais pas vraiment quelque part. Ils aiment d'abord que vous allez, parce qu'ils ont aussi cet esprit de domination, de puissance. Ils définissent les choses, et même toutes les questions que j'ai évoquées ici, ce sont leurs idées de toutes les façons. Le Concile Vatican II, la majorité des. Comment on les appelle les conciliaires sont des Américains. Aujourd'hui, je pense que les 2 quarts des cardinaux sont des Américains. C'est les seuls États-Unis. Il est plus grand que le reste du monde. Donc, encore l'Église, il y a l'armée américaine qui est dedans. Alors, en bref, je peux dire quand même que les confrères sont accueillants. Vous le sentez, je suis arrivé là le premier jour avec les jamais à 0. Il y avait quelqu'un qui nous attendait. Il y a des confrères qui viennent du Congo. Ils sont en train de nous attendre. Mais cela ne signifie pas maintenant que vous pouvez aviser de cela. Il reste maître. Il peut t'attendre jusqu'à 0 heure, mais demain il te dit non, carrément. Mais vous devez comprendre que c'est cela. Ils sont quand même gentils. Ils sont gentils. Si vous demandez, you need help, ils aiment ça. Quand il aide, il le dit à tout le monde. Parce qu'ils sont toujours ignorants, si on peut le dire comme ça. Je l'ai aidé avec ceci, je l'ai fait ceci, je l'ai fait ceci. Oui, oui. En tout cas, ils sont toujours comme ça. Ils sont compréhensifs. Si tu échoues un truc et que tu dis j'ai échoué, oui, ils comprennent. Et aussi, chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Si quelqu'un dit ici qu'il a travaillé, ça veut dire qu'il a pris la roue, ça veut dire que vraiment il a jeté toutes les choses ici à l'extérieur. Donc, ça bougeait. Mais là-bas, le travail, si quelqu'un te dit, what did you do? Là, si tu dis que j'ai appelé la maman, c'est déjà suffisant. C'est déjà une réponse suffisante. Si vous dites que bon, j'étais en train de regarder les oiseaux qui passaient, c'est déjà suffisant. Ils aiment seulement que vous soyez en activité, que vous dites que vous êtes en train de faire quelque chose. Là, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas vraiment à chercher comme ici, quand les parents nous demandent, on veut étriquer, non, non. Dites seulement quelque chose, ça suffit. Et ne vous demande pas comment ils veulent vous surveiller, mais c'est déjà collé à leur langue. Quand tu rencontres quelqu'un, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Alors c'est comme les mots de bienvenue. Ils sont vieux, c'est la réalité. Ils sont quand même ouverts à nous aider, à nous accueillir et à répondre chaque fois que nous trouvons vers nous. C'est ce que je pouvais présenter ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons poser quelques questions.